merci à tous les deux d'être là, ça nous fait très plaisir, vraiment. Nous aussi. Merci du coup à Katia et à Hugues de nous les avoir acheminés jusqu'au Méliès à Montreuil. On va peut-être commencer très simplement et classiquement par raconter un peu d'où vient cette histoire, parce qu'en l'occurrence elle est assez ancienne pour toi, Guillaume. Oui, cette histoire date d'il y a 15 ans. J'ai rencontré une femme d'une grande humilité qui m'a beaucoup touché. Et puis elle m'a raconté sa vie. Et son histoire m'a bouleversé. Et voilà. Et il y a quelques années, je l'ai appelée, enfin on s'appelle régulièrement, on est devenus amis. Et je lui ai dit voilà, j'aimerais bien faire un film de ta vie. Et elle me dit oh, ça ne m'étonne pas. Mais en fait, elle ne parlait pas d'elle, elle parlait de moi. Et voilà. Bon, après, en 15 années, évidemment, ma mémoire en a un peu déformé les contours, et puis se sont greffées d'autres histoires, vues, vécues, entendues, lues. Et voilà. Et du coup, c'est quoi le moteur de ce désir-là, très persistant quand même, parce que 15 ans, c'est beaucoup. Ouais, enfin, qu'est-ce qui fait que... J'ai pas écrit pendant 15 ans. Oui, hein, non, j'ai bien entendu. Mais que le désir existe encore 15 ans après. Ah bah si, mais ça, le prochain, ça fait 7 ans, donc oui, c'est comme ça, c'est des choses qui mûrissent, mais l'émotion première, elle est intacte, c'est toujours la même. Et puis là, il y a 3 ans, Adeline s'est un peu imposée à moi pour le rôle. Alors que le film était déjà écrit ? Non. Non, mais justement, avant d'écrire, je lui en ai parlé, je lui ai dit voilà, j'ai envie de faire un deuxième film, et voilà l'histoire, et j'aimerais te confier le rôle principal, est-ce que ça t'intéresse ? Voilà. Elle a dit non d'abord, bien sûr. Je ne peux pas te demander pourquoi on accepte de jouer pour Guillaume Gallienne le rôle principal, mais quand même, dans ce scénario-là, qu'est-ce qui faisait qu'il y avait une motivation particulière pour jouer ce personnage ? Déjà, il y avait Guillaume, moi j'étais très fière et très heureuse qu'il me pense à moi pour ce rôle, parce que j'adore travailler avec lui. Et puis à la Comédie Française, oui. À la Comédie Française, oui. Oui, et puis ce rôle, voilà, il m'a raconté l'histoire de cette femme, et évidemment ça m'a beaucoup touchée. Puis un challenge, parce que moi j'avais fait très peu de cinéma avant, et c'était un travail complètement différent, et donc c'était vraiment se lancer dans un nouveau projet, une nouvelle manière de jouer sur des choses toutes petites, c'est quelque chose dont j'ai pas du tout l'habitude, mais voilà, pour tout ça. Et du coup, est-ce que du fait que vous connaissiez parfaitement, que vous travaillez très régulièrement ensemble, ça a pour le coup modifié vraiment l'écriture ? Ça, est-ce que par exemple il y a des choses, notamment sur le rapport à la province, mais sans doute on en reparlera, qui ont évolué grâce à cette rencontre ou à ce désir de travailler ensemble ? Le rapport à la province, pas du tout. Ouais. En revanche, non. Scénaristiquement, ça n'a pas vraiment changé les choses. Si parfois, dans les dialogues, il y avait des phrases qui me venaient, ou d'autres... non, les phrases me venaient parce que je projetais Adeline en train de les dire. Donc, il y avait certaines phrases... Oui, qui me venait vraiment avec la musique déjà d'Adeline, avec son âme, avec sa musique. Mais c'est un travail d'écriture, donc pas forcément. J'écrivais en pensant à Adeline, mais j'écrivais pas non plus. Je ne modifiais pas l'histoire pour Adeline, ça non, parce que ça aurait été ingrat. Pour le sujet, et même pour Adeline d'ailleurs, parce que c'est bien de jouer quelque chose qui n'est pas nous, on ne fait pas ce métier pour jouer nous. Non, ça n'a pas tellement modifié. C'était juste qu'on a pris le temps d'en parler, on a pris le temps de préparer, on a pris le temps de répondre aux questions qui se posaient. Moi j'ai demandé à mon maquilleur, mais on peut en les dire. Il a dit non. Ça va pas être facile, le boulot, mais oui, on va y arriver. Mais puis avec la chef costumière, Caroline de Vivez, on a travaillé assez longtemps aussi sur qu'est-ce qui lui allait, comment, par rapport à ce qu'on voulait rendre, les chaussures, la démarche, enfin plein de choses. Mais après, c'est du travail, mais avec une vraie complicité et surtout en se comprenant assez vite. Et du coup, il y a forcément une question qui est pourquoi elle ? Qu'est-ce qui fait qu'elle avait des qualités particulières pour incarner ce personnage-là, ce rôle-là, lié à une figure d'abord, parce que c'est une immense actrice. Bon, ça, je le savais déjà au théâtre. Et puis, Adeline, elle reçoit la lumière, elle est très lumineuse. Et je voulais vraiment pas faire un film glauque.
je savais que c'était un film âpre, mais je ne voulais pas qu'il soit glauque. Et donc, elle est très lumineuse, donc je savais que j'avais cette lumière-là. Et puis aussi parce que Adeline vient de la danse, qu'elle sait exprimer avec son corps ce que je ne lui donnais pas les moyens d'exprimer avec les mots. Et puis elle sait travailler le minuscule, comme elle dit. On voit sa gorge se nouer, on voit son cou se tendre, on voit ses épaules tout d'un coup se refermer à peine comme une carapace. On voit toutes ces nuances qu'elle fait avec son corps, avec son talent d'actrice, mais aussi sa palette qui va jusqu'à son corps aussi, et pas juste dans le regard ou la voix. Parenthèse, c'est le film du moment où on voit le mieux une espèce d'hommage absolu au métier d'acteur, d'actrice en l'occurrence. L'autre étant Diane à les épaules qui sort demain, je crois. Quel jour? Jeudi, qui est sorti hier. Non, il sort le même jour. Il sort le même jour aussi, ouais, il sort le 15 novembre. Avec Clotilde M en rôle principal. Et le film est vraiment une ode à la capacité d'expression de l'actrice de façon assez stupéfiante. Et on recevra un réalisateur pour la semaine de la sortie. Mes anciens élèves, je suis hyper fier de lui, tout ça. C'est bien. Peut-être Est-ce que vous avez des questions? Oui, voilà. Parce qu'on le laisse parler, mais enfin... Oui, c'est un peu le rituel ici, mais on n'en a pas parlé à table. Mais le rituel dure 10 minutes et après on ouvre. Ah bon, d'accord. Oui, non, mais c'est ça, voilà. Non, parce que j'ai pas Allez, commençons maintenant. Non, mais on perd personne. Oui. Qui veut poser la première question? Merci pour le film que j'ai énormément aimé, même si cette Marilyn, c'est quand même affreux, tout ce qu'elle vit et tout ce que vous, en tant que scénariste, vous avez voulu lui faire vivre. Enfin, est-ce que Marilyn, c'est vous quand vous étiez jeune acteur, ou c'est juste vraiment, vous êtes inspiré de cette femme dont vous avez parlé et vous avez juste relaté ses... Alors il y a plusieurs... il y a deux thèmes principaux que je voulais absolument aborder, qui étaient un qui était les gens qui n'ont pas les mots pour se défendre, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué à plusieurs reprises dans ma vie. Je vais donner des cours quand j'étais au conservatoire dans une ZEP à Argenteuil, des cours de théâtre, et j'avais été très marqué par certains gamins qui avaient très peu de vocabulaire. J'étais marqué par leur frustration, évidemment, l'autocensure qu'ils s'infligeaient en se disant « ça, je ne l'exprimerai pas bien, donc je vais me taire ». Et puis la violence que ça pouvait engendrer chez eux, chez les autres, parce que n'arrivant pas à débattre ou à dire « je ne suis pas d'accord » ou à expliquer pourquoi ils devenaient violents. Je m'en suis rendu compte aussi en rencontrant des détenus dans les prisons. C'est un handicap... C'est un handicap, et en même temps, il y a une force qui se dégage des taiseux, enfin, c'est pas une force, mais un mystère. Et voilà, je trouve les taiseux, les introvertis, je trouve qu'ils ont quelque chose, ils ont un mystère que je n'ai pas, ils ont une simplicité, on se demande toujours, mais la partie submergée de l'iceberg, il y a quoi là-dedans? Donc, ça m'impressionne. Donc, je voulais parler de ça, et puis je voulais parler de la bienveillance. L'importance de la bienveillance, de comment lorsque quelqu'un qui a les mots, qui a les codes, qui a les armes, lorsqu'elle tend la main à quelqu'un qui est désarmé, ça peut sauver une vie, ça peut éviter le gouffre. Et comment lorsque, parfois, dans notre société, que ce soit dans le milieu du cinéma ou dans n'importe quel métier, j'ai l'impression que parfois la contingence prend plus d'importance qu'un être. Et quand cette contingence est prête à broyer un être parce que il n'y a pas de temps, je trouve ça plus intelligent et évidemment tellement mieux lorsqu'il y a une Jeanne qui va dire vous savez, on va interrompre tout, je vais juste m'occuper d'elle pendant 5 minutes et vous verrez que ça va très bien se passer et qu'en plus on va gagner du temps. Mais voilà, de temps en temps il faut avoir quelqu'un qui a le pouvoir de dire stop à la contingence. On va s'occuper de quelqu'un qui est là et fragile, n'y arrive pas. Ça ne sert à rien de dire ah oui, mais c'est pour 17h, oui, d'accord, c'est pour 17h. Enfin, si elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas. Donc ça ne sert à rien de lui dire c'est pour 17h. Enfin, voilà. Mais c'est dans tous les métiers. Donc je voulais parler de ça vraiment. Donc en tant qu'auteur, je me suis servi de principalement l'histoire de cette femme, mais de plein d'autres histoires qui alimentaient mon propos.
Après, j'en ai inventé quelques-unes quand même, mais voilà, après, c'est dans le dialogue, c'est dans comment rendre la chose fluide, comment faire passer. Le film est construit comme une chronique. Vous me demandiez pourquoi j'ai demandé à Adeline de jouer ce rôle, c'est aussi parce que le film étant construit comme une chronique, moi je visais le drame, et je savais qu'Adeline porterait ce drame et tirerait le fil dramatique jusqu'au bout. Parce qu'elle le fait déjà en scène depuis 6 ans que je la connais à la Comédie Française, je la vois faire, elle tient les choses. Voilà. Et l'épreuve, par exemple, de la porte secouée, là, ça vient d'une anecdote réelle d'un casting ou... La porte secouée. Ah, la table. La table. Ça vient d'une interview que j'ai lue des frères Dardenne au moment de la sortie de Rosetta. On leur avait demandé comment ils avaient choisi Émilie Dequesne et ils avaient répondu, on lui a mis une table et on lui a dit, tiens-là comme si c'était la chose la plus importante de ta vie. On a balancé la table dans tous les sens et elle ne l'a jamais lâchée. Je me suis dit, ah ouais, le casting belge, ça. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était une scène d'ouverture idéale pour raconter finalement tout le film. J'aime bien les scènes d'ouverture qui présentent presque poétiquement, métaphoriquement finalement ce qui va se passer. D'autres questions? Ouais. Oui, vous avez évoqué là, les frères Dardenne. Est-ce normal qu'on pense aussi au dernier métro à un moment? C'est gentil. J'adore l'idée. Oui, le plan qui se recule comme ça. À partir du moment où on veut parler des acteurs, du théâtre, qu'on veut en plus travailler sur ce rapport étonnant entre la fiction et la réalité, quand l'un rattrape l'autre. Truffaut est un maître de ça, que ce soit dans le dernier métro, dans Les Nuits américaines. Oui, bien sûr, j'y ai pensé maintenant. C'est des inspirations, je ne l'ai pas cité, j'ai failli à un moment. Et puis finalement, non. Parce que le problème des citations, je trouve, c'est qu'elles figent un peu. Elles arrêtent un peu l'imaginaire. Ça aurait été comment la citation? Je voulais mettre le grand choral de Delru. Donc là, c'était une grosse citation quand même. Après, j'aime bien m'inspirer, mettre des sources d'inspiration qui permettent à l'imaginaire de travailler. Il y a, j'ai pensé à Millet, évidemment, en peinture, que ce soit l'Angélus, ou que ce soit des tableaux comme ça qui évoquent une ruralité, qui permet à l'imaginaire de travailler sans que moi je développe trop, parce qu'il faut quand même avancer dans le cinéma. Il y a une chose qui me laisse un peu perplexe, parce que vous nous dites que c'est adapté d'une actrice, vous ne voulez pas nous dire qui apparemment, alors que j'aimerais bien savoir maintenant. Donc ça, c'est pas grave si vous ne voulez pas répondre. Par contre, qui veut pas. Ah, respect. Par contre, j'imagine que c'est la raison pour laquelle le film est daté des années 70. Donc, il y a plusieurs raisons. Alors, voilà, parce qu'après, ça me laisse juste un peu perplexe le fait d'avoir choisi de dater le film dans cette période, parce qu'on ne le sait pas que c'est adapté d'une... moi, je n'ai pas très bien compris pourquoi vous avez choisi d'adapter le film sur cette période. Voilà. Sachant que moi, spectateur, je ne savais pas avant de démarrer ce débat. Bien sûr, pour plein de raisons. Vraiment plein de raisons. La première, très pratique, c'est que la pièce de Tilly, à la fin, Les trompettes de la mort, je pense que la confusion entre la fiction et la réalité aurait été moins forte à l'époque des portables. Ensuite, je trouve que la télé s'est tellement emparée de la fiction qu'on laisse beaucoup au cinéma le rôle de documentaire maintenant. Et qu'en le datant aujourd'hui, je trouve qu'on aurait un peu... je pense que le film aurait été beaucoup plus... aurait été réduit à un drame social que moi j'avais envie de romantiser. J'avais envie d'une épopée d'humilité. Et pour cette épopée, d'abord, j'avais besoin de 15 ans, déjà, plus les flashbacks de l'enfance. Mais je trouve qu'en l'inscrivant dans une époque, que c'est une façon de le romantiser, de le fictionner plus, d'être moins dans le doc social. Voilà. Je ne l'explique pas très bien, mais je sais pas si... J'espère que vous me comprenez. Pas que vous comprenez, en tout cas, mon point de vue.
Et puis aussi, pour une raison très très personnelle, c'est qu'en le datant comme ça faisait naître Marilyn en 1954, et c'est l'année de naissance de ma sœur que j'ai perdue il y a quelques années, et voilà, et à qui j'ai eu la chance de lui raconter l'histoire avant qu'elle ne meure, et elle m'a dit c'est beau parce que c'est humble, et ça m'a plu, et je voulais qu'elle soit dans le film à ma manière. Voilà. C'est perso. On attend aussi des films qui soient perso, c'est pas gênant. Hein? Je dis, on attend aussi des films qui soient perso. Oui, non, mais après, c'est des trucs de cuisine. C'est vrai que la cuisine interne d'un auteur, elle est... Bon, bah, parfois, c'est des ramifications comme ça, parfois, sans son... Voilà, ça va un peu partout, mais... Voilà. Non, mais par ailleurs, ça change le rapport au spectateur, parce qu'on n'est plus, du coup, dans une espèce de volonté forcenée de reconnaître le présent, et on est dans un rapport à l'imaginaire qui est beaucoup plus fort. Oui, et puis en plus, ça me permettait aussi de raconter un peu l'évolution qu'il y a eu dans le cinéma. C'est vrai que dans les années 70, quand on lit certaines bios, que ce soit les frères Rassam, que ce soit Klaus Kinski et tout ça, waouh, sur les tournages, ça pouvait être vraiment violent. Aujourd'hui, il y a des garde-fous qu'il n'y avait pas à l'époque. Puis ça me permet de raconter ce cinéma des années 80 qui est devenu beaucoup plus intimiste, où ils étaient tous en col roulé marron, en velours côtelé, et à parler de choses tout d'un coup sociales, plus intimistes, et puis tout d'un coup les années 90, que ce soit le théâtre ou le cinéma qui s'est emparé de sujets beaucoup plus politiques. Donc voilà, c'était aussi une façon de raconter ça en filigrane, mais bon, sans faire un doc non plus. Dans le générique, je n'ai eu que le temps de lire, injustement coupé au montage. Ouais. Et oui, il y a des comédiens que malheureusement j'ai dû couper. En fait, ça c'est le drame du montage. C'est qu'il y a un moment dans le processus du montage où le film s'impose. Où le film, ce qu'on appelle l'ours, le film est là et il y a des scènes que le film rejette. Alors que vous avez écrit, vous avez filmé, ça a coûté une blinde, vous avez choisi des acteurs que vous aimez. Enfin, c'est un deuil assez compliqué à faire, de dire mais non, mais pourquoi tu la veux pas? Et on essaye de la remettre à un autre endroit, on essaye de changer avant, de changer après. Et ben le film n'en veut pas. Le film n'en veut plus. Tout d'un coup, c'est le film qui décide. Et donc j'ai dû couper 30 minutes de l'ours. Bon, ça arrive, hein, c'est assez fréquent, mais l'ours faisait 2 heures, 2h15. Voilà, j'ai dû couper. J'avais pas de pression de temps, hein, mais voilà, il y a des scènes dont le film ne voulait plus. Parce que ça faisait répétition, parce que ça annulait l'effet qu'on avait après, parce que c'est très étrange en fait l'équilibre d'un montage pour ça. Et même encore aujourd'hui, il y a des trucs que j'aimerais couper. Hein. Mais des tout petits trucs, après ça se joue à des... Mais c'est étonnant pour ça. Le montage. Ouais. Donc voilà, donc je voulais quand même les citer, parce qu'ils ont quand même fait partie de l'aventure. Et en même temps, c'est injuste. C'est vrai que c'est injuste. Non, parce que c'est pas de leur faute du tout. Je les ai pas coupés parce qu'ils étaient mauvais. Mais voilà. Est-ce que l'évolution de la tonalité du film, c'est vraiment joué au montage? Parce qu'au début du film, pardon, mais moi je suis quasiment dans un film burlesque. Enfin, il y a cette dimension-là, en tout cas, sur le rapport au corps de l'héroïne, sur la façon de jouer, sur le décalage, sur l'isolement du héros, de l'héroïne. Il y a des choses qui, pour moi, sont presque du côté de Jerry Lewis ou de la partie de Black Edwards, par exemple, dans la mise en abîme du cinéma. Et évidemment, cette dimension-là va quand même s'estomper à partir du moment où, entre autres, la question de l'alcool... Oui, quand l'addiction vient, oui, c'est vrai. Et donc ça, par exemple, est-ce que cet équilibre-là s'est trouvé au montage ou est-ce que c'était vraiment écrit dans cette orientation générale? Non, c'était écrit comme ça. Non, c'était écrit comme ça. Après, j'avais pas le recul forcément, je ne savais pas forcément ce que tout allait produire. Hein. J'en serais incapable. Je travaille beaucoup sur l'instant du tournage. Mais la préparation, les repérages, le choix des décors, des costumes, tout ça, puis je ne le fais pas seul. Je veux dire, j'entends la proposition de la chef costumière, j'entends la proposition de la chef déco, j'entends
la proposition du chef opérateur. Donc, c'est un travail d'équipe. Hein. Donc, ça évolue par rapport à ce que l'auteur s'est projeté, mais en même temps, en général, en mieux. Hein, quand même, ça s'additionne. Mais cette évolution-là, elle était écrite, oui. C'était pas pensé comme ça, je l'aurais pas formulé comme ça, mais c'était comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu, étant donné que je voulais absolument parler de la bienveillance, j'ai créé l'antithèse, j'ai commencé par l'antithèse pour développer la thèse. Donc j'ai commencé par elle s'en prend plein la gueule, pour ensuite elle est dans ce tunnel, et comment est-ce qu'on la sort de ce gouffre, comment est-ce qu'on la sort de, comment est-ce que grâce à un Xavier Beauvois, à une Vanessa Paradis, à un Eric Ruff, mais je le fais déjà dans le premier tournage sur des toutes petites touches pour créer un relief, pour que tout ne soit pas monochrome. Donc par exemple, ce deuxième assistant qui, après qu'on lui dise bah, vous allez jouer la tenancière du bordel, le tourbillon, le truc, et tout d'un coup il y a un jeune mec tout gentil et qui calmement lui sourit en disant on y va mademoiselle. Et bon, elle trébuche dans le banc, et puis, mais au moins elle peut enfin demander où sont les toilettes, quoi. Parce que ça fait un moment qu'on fait oh non, pas indisposé sans serviette, non. Voilà. Non, mais c'est assez étonnant d'ailleurs les réactions, parce que les hommes en général le reçoivent comme une information, alors que les femmes le prennent dans le bide immédiatement, elles font ah non. Non, mais c'est intéressant aussi d'observer ce que ça peut provoquer. C'est un film que j'ai fait beaucoup en pensant à la femme, énormément. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière, j'allais dire en termes de construction du personnage, à jouer sur des émotions aussi contrastées? Parce que si je disais tout à l'heure que c'était une espèce d'ode à l'actrice, c'est aussi parce que vraiment il y a une espèce de gamme, de palette incroyablement large, de types de jeux presque, et pas seulement d'émotions différentes. Oui, il y avait beaucoup de choses. C'était un peu impressionnant au début, justement pour ça, parce que moi j'ai lu le scénario et finalement, comme elle ne parle pas beaucoup, Marilyn, j'avais pas énormément d'informations en lisant. Il y avait beaucoup donc les personnages, les autres étaient très dessinés, et elle, j'avais du mal à m'imaginer. Je savais pas trop où ça allait aller, tout ça. Puis oui, il y a le jeu théâtral, et puis il y a le reste. Après, moi, je connaissais très peu le jeu de cinéma, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup travaillé en amont. Et ce qui était difficile, en fait, c'était de réussir à montrer le bouillonnement intérieur de cette femme, qui est quand même quelqu'un qui vit les choses de manière très dense, sans discours, donc tout que avec le corps, avec les yeux, et avec le regard sur les autres, sur ses partenaires. Et ça, c'était ce qu'il y avait de plus difficile. Donc la seule chose que j'ai faite, c'était de faire confiance énormément à Guillaume, et puis il était derrière le combo, et c'était que du dosage. Son rôle, c'était un jeu d'équilibre. Voilà, pas trop peu, pas pile poil, et ce qu'on a essayé de faire. Est-ce que vous la connaissiez Non, Vanessa, je ne la connaissais pas. Mais je lui ai proposé le rôle parce que un jour, je l'ai entendue dans une émission de radio assez nulle. Et je l'ai trouvée super élégante. Parce qu'elle jouait le jeu, elle répondait aux questions très gentiment, avec humour, mais sans jamais... elle tombait pas dans le jeu, quoi. Elle jouait le jeu, mais sans tomber dedans. Et elle restait très élégante, j'ai trouvé... mais au-delà du professionnalisme, c'était gentil. C'était vraiment gentil. Et au départ, j'ai écrit, en fait, cette partie-là est inspirée directement d'une histoire qu'on m'a racontée de Jeanne Moreau dans un film de Michel Drache, sur un tournage d'un film de Michel Drache. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Jeanne. Et puis, je l'ai proposé au départ, je l'ai écrit en pensant à Catherine Deneuve, qui a refusé le rôle d'une manière très très juste, parce qu'elle m'a dit « je peux pas, c'est trop proche de moi ». Et j'ai compris dans la seconde, je dis « mais évidemment que je suis con ». Et plutôt que d'aller chercher un substitut éventuel de Catherine Deneuve, pour autant qu'il puisse exister, ce que j'aurais trouvé très ingrat pour l'actrice, je me suis dit, il faut vraiment que j'aille ailleurs.
Il faut que je cherche complètement quelqu'un d'autre, une autre femme. Et j'ai pensé à Vanessa. Je me suis souvenu de cette émission et donc je lui ai proposé, je lui ai fait lire le scénario et puis on s'est rencontrés dans un café. Elle revenait un peu essoufflée parce qu'elle a été poursuivie par une bande de paparazzi pendant 15 minutes. Quelle vie. Et voilà. Et elle m'a dit... non mais elle est assez incroyable. C'est assez incroyable ce qu'elle fait dans le film entre l'autorité et cette fragilité qu'elle donne dans la voiture où on a l'impression, moi elle m'a fait penser à Romy Schneider, on a l'impression qu'elle se consume à vue. C'est assez étonnant, quoi. Sacré femme. Merci. Merci. Du coup, c'est plus intéressant que la différence d'âge soit moins marquée que dans l'hypothèse. Oui, aussi, exact. En plus, je me suis dit, c'est intéressant parce que du coup, elles vont se reconnaître, elles peuvent se reconnaître. C'est Vanessa enfin Jeanne, du coup, peut regarder Marilyn quelque part en se reconnaissant, en se disant, bon, bah, moi, c'était dès l'âge de 14 ans, mais je connais cette fragilité-là. Ouais. Merci beaucoup. Je n'ai pas vraiment de questions, c'est plutôt une réaction. Ce film me laisse assez bizarre, en fait. À la fois, j'ai envie d'aimer ce personnage, à la fois, souvent dans le film, j'ai voulu aussi lui dire « Mais vas-y, sors là, ta phrase, c'est incroyable !» Enfin, et j'étais autant énervée comme le réalisateur que à la fin touchée, etc. Et c'est vrai que ça montre une dimension du théâtre, de la comédie, enfin du travail d'acteur, d'actrice, qui est assez rarement développée, parce qu'il n'y a pas justement cet éclat qu'on montre à chaque fois, où tout d'un coup, elle arrive sur scène et est magnifique. Les scènes et les pièces que vous avez choisies sont pas glauques, comme tu le dis, mais assez ternes, en effet. C'est âpre, c'est ouais, social. Voilà. L'ambiance, enfin, les années 70, je ne connais pas, mais il y a quelque chose d'un petit peu chausson en mousse, quelque chose, je ne sais pas comment l'exprimer, mais ça ne donne pas envie. Et en même temps... Et en même temps, le personnage, comme tu disais, Adeline est très lumineuse, mais le personnage en ressort 10 fois plus lumineux. Enfin bon, voilà, pas de question. Non mais je vois bien, mais c'est gentil, puis ça... Ouais, je trouve ça très intéressant. Après, de vouloir réagir comme le premier réalisateur, je ne le souhaite pas, parce que ce serait pas sympa. Et puis aujourd'hui, ça ne se fait pas, et heureusement. Mais non, mais je vois ce que vous voulez dire. Oui, c'est vrai. Après, il y a tout un cinéma qui m'inspire aussi, que ce soit Cassavetes, que ce soit Rivette. Oui, bien sûr, la réflexion sur l'acteur, elle n'est pas toujours dans le glam. Voilà. Croyez-moi, hier soir, j'étais vraiment pas glam. Non, mais voilà, c'est... Et puis, il y a une réflexion sur l'acteur, même si le cinéma et le théâtre sont plus un contexte qui me permet d'exacerber mon propos que réellement une thèse sur le cinéma. Mais ouais, il y a quand même un amour, j'ai un amour des acteurs qui fait que j'ai envie d'en parler, que c'est ce qui me permet en tout cas de parler des choses qui me touchent. Les acteurs m'aident énormément en fait à le signifier, en fait, sans l'illustrer non plus. Voilà. Un autre sujet du film qui est peut-être le déterminisme, oui. Le déterminisme social d'ailleurs, mais oui, ou familial, il y a celui d'un prénom aussi. Ouais. Voilà, le prénom qui oriente. Et du coup, ce qui m'interrogeait en termes d'écriture du film, c'est comment on trouve le bon équilibre pour donner des informations sur ce déterminisme, le constituer du coup, sans le souligner trop. Alors, je cite juste quelques éléments qui font partie du film. D'abord, la mère aussi a du mal à parler dans les circonstances où on la voit. Enfin, c'est d'ailleurs très drôle. Mais, voilà, ouais. ça. Ensuite, évidemment, il y a la mort du père qui est probablement à l'origine du rêve d'être actrice par la détermination de ce prénom.
Et puis il y a la disparition du frère qu'on apprend un peu plus tardivement. Enfin, Donc c'est fictif, hein. Le frère, c'est faux, parce que le frère, c'est dans la pièce. Oui, c'est dans la Mais pièce. au moment où on l'entend, on se dit ah, Oui. en plus, perdu un frère. C'est merde, ça. alors je t'ai plus la voix pleine, oui. Mais du coup, ces éléments-là, donc celui-là est en trompe-l'œil, mais les autres, comment est-ce qu'on fait pour distiller, pour se dire, voilà, ça c'est juste pour parler de cet atavisme sur le rapport au langage, ça, ce serait peut-être... Mais en fait, il suffit de pas grand-chose parce que l'imaginaire fait énormément son travail. D'abord, on a quand même tous des clichés. Bon, mais en même temps, si c'est un cliché, c'est qu'il y a eu répétition. C'est que... Ça, c'est que... Il y a eu répétition de choses identiques, d'images identiques qui ont fait que pour nous, c'est devenu un peu un cliché. Donc l'imaginaire fait très, très bien son travail. En fait, il y a très peu de scènes. C'est drôle parce que vous parliez le côté provincial et tout ça, mais il y a très très peu de scènes de son enfance ou de sa famille. Mais le peu qu'il y a suffit à faire oh la vache, les dossiers. C'est du lourd, alors que ouais, enfin dans toutes les La familles, phrase « fais pas comme moi, reviens jamais » et tout ça. Ouais, fais pas comme moi, reviens pas, ouais, ça calme. Ouais. Et en même temps, c'est une phrase que pas mal de gens qui ont quitté leur bled ont entendue. Vraiment. C'est-à-dire que quand vous grattez un peu, on n'est pas loin du dog vérité. Mais comment on fait j'ai dû couper beaucoup de scènes d'alcoolisme, par exemple. J'ai coupé des scènes d'enfance aussi. Parce que justement, ça devenait illustratif, il n'y en avait pas besoin. Il y avait une scène où la gamine se bouchait les oreilles et elle approchait d'une porte et en fait on voyait le père qui était en train de tabasser la mère. Et enfin on voyait pas la mère, on voyait juste le père en train de faire le mouvement et on entendait des cris assourdis par les mains contre les... Et en fait il n'y a pas besoin parce que finalement quelque part on se l'imagine rien qu'avec la phrase de la buraliste qui dit « nous a fait chier jusqu'au bout celui-là ». Donc on se dit « waouh, ouais, c'était pas dément le coup ». Il y a des choses que j'ai coupées à cause de ça. Et même sur l'alcool d'ailleurs, alors qu'il y a des gens qui m'ont dit pourquoi autant d'alcool? Ah bah, si vous saviez au départ, putain, vous avez kiffé l'ours parce qu'il y en avait le double. Et c'est dommage parce qu'il y avait un plan sublime qu'on avait hyper bien travaillé, parce que ça me faisait penser à un tableau de Edward Hopper et tout. On l'avait chiadé, celui-là, il était beau. Mais voilà, il est à la poubelle. Mais parce que aussi l'alcoolisme qui dit addiction dit répétition, donc il m'en fallait, mais finalement l'imaginaire encore fait son chemin et on sent bien que elle est cuite et le bar elle connaît, il n'y avait pas besoin d'en mettre plus du tout. D'autant que du coup il y a malgré tout une sorte d'équilibre parce qu'il y a aussi l'alcool joyeux dans le film. Il ne s'agit pas simplement de montrer qu'elle s'y perd. Ah bah ouais, puis non mais le dosage aussi des rires, des moments où elle pourrait sourire ou rire, là aussi c'était important, des moments où c'est inattendu. Je veux dire la directrice du centre de tri là, elle lui dit tu vois t'es à ça, et elle se marre en fait. Bon elle est un peu bourrée mais en même temps elle se marre parce que c'est vrai que le geste, tu vois, t'es à ça, et elle a l'air tellement terrible, on dirait l'infirmière dans le Céline Coucou, et voilà, on se parle, Nathalie Bécu, c'est une super actrice, voilà. Comment est-ce que vous est venue l'idée, que j'ai trouvée très poétique, de cette tablée de muet qui vient exprimer sa reconnaissance pour l'actrice et en plus alors il y a des gens pour qui c'est des sourds, il y en a qui sont pour qui c'est des muets. Alors en fait cette histoire a été même pas inspirée, elle m'a été racontée par Sylvie Guilhem, la danseuse étoile, qui un jour elle dansait Gisèle à la Scala et en sortant du théâtre elle est allée dîner dans un petit bouge. Elle est allée dans un petit restaurant désert et a débarqué une troupe un peu étrange qui parlait peu, mais tout d'un coup il y avait des mots en russe, des mots en allemand, en anglais, en français, en espagnol, ou en italien, mais à peine, des sons, bon. Et puis il y a un des mecs un vieux qui l'a regardé, qui a fait un double take, qui l'a reconnu et qui a pris le bouquet de fleurs sur la table, il lui a apporté.
Du coup, sa voisine, elle fait bonheur. Elle a pris la bougie là, qui était plantée dans la bouteille vide avec la cire là, qui voulait. Elle lui a apporté. Et puis ensuite, il y a l'autre qui lui a apporté la chaise. Et finalement, ils lui ont offert tout le restaurant. Avec les jambons, avec tout. Et en fait, c'est une troupe de clowns tenue par un Russe qui s'appelle Slava Polonine. Je ne sais pas si vous connaissez. Il a fait un spectacle incroyable qui tourne depuis des années, qui s'appelle le Snow Show. Je vous le recommande vivement parce que c'est une poésie rare. En général, je ne suis pas très fan des clowns. Ça m'angoisse, mais là, c'est vraiment sublime et très poétique. Et donc, voilà, ça m'a été... Je l'ai pompé, j'ai pompé plein de trucs. J'aimerais savoir, puisque vous avez parlé de plusieurs scènes que vous avez coupées à regret, que vous trouvez injuste d'avoir coupées, est-ce que si vous en faites un DVD, est-ce que c'est possible d'en mettre quelques-unes dans les bonus? Les bonus, c'est à la poubelle. Il faut que j'en parle avec Gaumont, mais ouais, je crois que c'est possible. Il y a une scène notamment que je vais absolument vous mettre. Allez-y. Vraiment. J'ai demandé à Eric Ruff, dans la déambulation parisienne nocturne, qu'il fait avec ce chien où il parle, et tout le temps devant elle. Et j'ai demandé à Eric Ruff, je lui ai donné, en fait, j'ai demandé d'improviser, mais je lui ai donné des thèmes. Je dis, là, en fait, tu parles de la différence entre le théâtre et le cinéma, là, tu parles de la différence de la temporalité, là, tu parles de... Et il y avait une scène où, enfin, il marchait au même rythme, avant d'arriver au square, où, je ne sais pas si vous voyez ce pont qui est au-dessus de la voie ferrée de la gare du Nord. Il y a un très joli pont qui fait un peu almanelès, mais qui est très beau. Et bref, et en pleine nuit, tout d'un coup, je les ai fait dépasser la caméra et donc filmer de dos. Et là, Eric Ruff est parti sur une impro. L'ingé son, à la fin, il a relevé le casque. Il a fait, c'est quoi ce mec? mais une impro d'une poésie où il part comme ça. En plus, c'était une nuit un petit peu brumeuse. Ça faisait vraiment un cinéma qu'on connaît. Et au milieu de ce cinéma qu'on connaissait, tout d'un coup, on avait un discours où il disait, mais finalement, bien sûr, le théâtre, on pense que c'est du texte, bien sûr que le théâtre, c'est du verbe, mais finalement, elle serait où cette pièce sans mots? Dans quelle bibliothèque, dans quel cerveau d'enfant elle existerait, cette pièce sans mots, dont vous seriez la plus sublime interprète de la non-parole. Mais un truc, là je le dis très mal, en plus j'en fais des caisses alors que lui il le fait hyper spontanément. Enfin, bon, bref, non, mais cette scène-là je vais absolument la mettre. Mais non, mais il y en a d'autres. C'est des plans souvent, c'est des plans, c'est des petits moments. Et sinon, non, il y a des trucs que j'ai coupés. Par exemple, le coach, il mourait. En fait, il se barrait de la loge en disant et il partait, en fait, il crevait. Et elle ne le trouvait pas, elle était seule dans sa loge. Elle disait, mais il est où le coach? Et elle était seule avec son magnéto en train de répéter ses phrases là. Hello, non, hello, comme ça durait des plans, enfin bon. Et puis surtout, c'est qu'en faisant mourir le coach, du coup, quand la tente pluraliste s'écroule dans le bar 1 heure plus tard, on dit, ah ben non, non, pas encore un mort, là, ça va. Et donc j'avais vraiment besoin de la rupture de la tente, alors que finalement, j'avais pas tellement besoin de la mort du coach. Ah, il le méritait. C'est un acteur anglais, un gallois qui est génial, Ken James. Et voilà. Vas-y. Moi, oui. J'ai 2 questions. Une sur le casting de la mère et de la tante, j'imagine. Enfin, voilà. Comment vous trouvez ces personnes? Est-ce que ce sont des comédiens, des comédiennes professionnelles ou pas? Et puis, ça leur fera plaisir. Ouais. Ah, c'est génial. Et la deuxième question, c'est vous débutez, parce qu'il y a un jeu sur les langues aussi dans cette histoire, les langues
Il y a la personne qui engage Marlene le premier, c'est la personne qui engage Marlene la première. Ne parle pas, enfin n'est pas français, il a un fort accent, il l'a fait jouer en anglais. Donc pourquoi est-ce que vous avez choisi parce que ce sont aussi les moments où elle échoue, et c'est quand elle revient à sa langue où ça commence à être plus facile. Oui, ça c'est sûr que ça aide. Non, après là c'était vraiment un truc dramatique qui s'opérait de l'idée de ce que ce métier, mais même dans la vie, dans n'importe quel métier, où tout d'un coup on demande l'improbable. Alors c'est vrai que chez les acteurs ça nous arrive quand même souvent dans le côté, ça va, t'es acteur, je veux dire, tu fais semblant. D'où je fais semblant, gros con. Non, je ne fais pas semblant en fait, c'est pour ça que je suis acteur. Mais, et c'est vrai que ça nous arrive dans le métier en disant, là en fait, il y a une scène de tango. Et je sais pas, dans scène de tango, ouais, mais tu prends 2 cours, ça va. Et là, allez, tourner en disant, non, donc voilà, donc je voulais exacerber ce propos-là. Pourquoi les langues aussi? Parce que je suis très très européen, mais très très européen. Et j'adore l'idée qu'on puisse mélanger les langues européennes. J'adore ça. Je l'ai fait dans mon premier. Je n'aime pas ce snobisme français dès qu'on dit un mot étranger, oh, comment tu te la pètes? Ça va, on est en 2017, ouais, on peut dire des mots étrangers, ouais, on est en Europe, ça va, on peut apprendre aussi. Donc j'adore l'idée qu'il y ait d'allemand, qu'il y ait d'anglais, qu'il y ait d'espagnol, je trouve ça très important. Voilà, bon, ça c'est mon petit point de vue citoyen. Et après, dans les années 70, encore une fois, pour revenir à ce cinéma-là, il se trouve que c'était un cinéma qu'on faisait très souvent doubler, beaucoup par l'influence du cinéma italien qui était 100% doublé de toute façon. Il y avait beaucoup de coproductions italiennes, il y avait beaucoup de... là, en ce moment, on joue dans les damnés, adapté même pas adapté, de Visconti. Le tournage, par exemple, c'est très étonnant parce que la version originale est en anglais. Elle est ni en allemand ni en italien. Alors que, et puis finalement, ça a été doublé dans toutes les langues. Enfin, c'est bon, bref. Et c'est vrai qu'on doublait beaucoup, on se permettait ça beaucoup. Et c'est pour ça qu'il le dit à un moment, il dit, mais même doublé, je peux rien en faire. Bon. Et puis ensuite, la première question, ça m'a énormément touché ces comédiennes-là. Alors, ce sont d'immenses comédiennes de théâtre. La maman, elle est incarnée par Clotilde Mollet, voilà, qui est juste une très grande actrice de théâtre. Et la tante pluraliste, elle est incarnée par Florence Viala, qui est sociétaire de la Comédie Française depuis 20 ans, un peu plus. Et voilà, qui joue en ce moment dans Oncle Vania au Vieux-Colombier. Et voilà, et qui joue plein de choses et qui est merveilleuse. Et la deuxième, et la 3 en fait. Et la voisine, alors là, non, c'est une comédienne que moi je ne connaissais pas, c'est ma directrice de casting qui me l'a présentée. Mais c'est vrai que oui, mais je vais leur dire, ça va vraiment les toucher. Pour rester sur les comédiennes, Adeline, vous parlez anglais couramment, vous êtes obligé de faire semblant de ne pas parler et de ne pas réussir cet accent français. C'est quoi le travail de l'actrice là-dessus? Non, je ne parle pas du tout anglais, donc c'était assez facile. D'accord. Ils sont excellents dans le... Elle a eu le problème inverse à Oblomov où elle devait parler mieux que moi, et là elle s'est pris la tête. Non, moi je m'en posais une, parce que le risque, il y a un vrai risque à un moment, et comme ça laissera aux gens le temps de réfléchir pour la dernière. Le risque me paraît être vraiment sur la fameuse mise en abîme, la bascule non identifiée pour le spectateur. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ça qu'elle est en train de continuer à vivre, ou est-ce que c'est une pièce de théâtre? Il y a quand même un vrai trouble, je crois. Voilà. Et pour le coup, je serais intéressé de savoir dans quelle mesure l'attachement à cette mise en abîme-là a déterminé l'écriture, c'est-à-dire que quel est le rôle de la pièce de Tilly qui fait qu'on l'inclut de toute façon et qui du coup peut à rebours faire écrire le reste pour pouvoir trouver sa place. Et d'autre part, qu'est-ce qui est attendu du spectateur? Parce que pour le coup, la pièce là, elle est quand même très violente sur le rapport à la province, pour le coup, sur le mépris social, pour le dire comme ça. Voilà. Et du coup, quelle est la place du spectateur dans l'incursion de cette pièce à cet endroit-là? En fait, je décide jamais
je décide jamais pour le spectateur. C'est-à-dire que ça reste très ouvert. C'est-à-dire si le spectateur se dit d'entrée c'est une pièce, ouais, bah, en même temps elle est bonne, donc vas-y, profite. S'il rentre dans le trou, après je fais exprès d'installer la chose dans une longueur telle que le spectateur peut en effet se poser la question et au bout d'un moment se dire non mais en fait c'est la réalité, je crois. Il est capable de nous avoir fait ça comme fin, l'enfoiré. Et c'est-à-dire qu'elle va réellement se pendre. Voilà, j'avais passé 1h50 de ma vie à voir juste une descente aux enfers. Et non, non mais il y a de ça aussi, il y a ce trouble-là, d'où la longueur. Après, la pièce de Tilly, elle était évidente dès le départ. Elle était, je connaissais cette pièce, j'adorais Tilly, enfin, j'adore Tilly, et j'adore son théâtre. J'ai longtemps rêvé de travailler avec lui, mais j'ai jamais eu l'occasion. Du coup, en lisant cette pièce, je me suis dit, mais évidemment que on termine là-dessus, enfin que... Et voilà. C'est pour l'annulation du programme de demain matin, je parle au téléphone. Et donc, ouais, elle était très importante d'entrée. Après, qu'est-ce que j'ai... Oui, il y a des choses que j'ai mises. Ah non, il y a une chose que j'ai changée, que j'ai mise dans le scénario avant, pour qu'on puisse faire un pont et se dire « Ah, d'accord ». Il n'y a qu'une chose que j'ai changée, c'est un moment dans la voiture avec Vanessa, sur le coup des cheveux, où elle dit « Ma mère... Enfin, elle me rasait. En fait, j'avais demandé à Adeline de dire... de commencer à dire « Ma mère a perdu... » Genre, elle a perdu un fils, et donc elle voulait... Et en fait, elle ne me l'a jamais fait. Donc, voilà. Donc, sur aucune prise. Donc, j'arrive au montage, je dis, mais il n'y a pas un moment où elle dit, ma mère... Non. Donc, pour qu'on se dise, ah, qu'on entende ma mère faire... qu'il y a un petit manque qui fasse qu'au moment du frère, on fasse, ah, ok, d'accord, ma mère a perdu un fils. Donc voilà, donc je voulais qu'il y ait ça et elle ne l'a jamais fait, donc bah, il est bon. Voilà. C'est le seul truc que j'ai changé pour souligner un pont éventuel avec la pièce de Tilly. Et sinon, la copine, j'avais demandé à ma directrice de casting, il me faudrait une copine d'enfance à l'enterrement qui ressemble à Alice Paul, à qui j'ai proposé le rôle donc d'Alexandre Henriette. Et elles m'ont dit, ouais, on a trouvé une fille super et tout, là. Et en fait, je l'ai vu débarquer sur le tournage. Elle ne ressemble pas du tout à Alice Paul, donc il n'y a pas une seconde où on peut se dire que c'est elle, mais étonnamment, l'imaginaire le fait quand même. Il y a quand même des gens qui m'ont dit, bah, c'est sa copine d'enfance. Maintenant, c'est une actrice, c'est une pièce, donc, mais qui font quand même le lien, donc c'est top en fait. Non, mais le cinéma a ça de magique, c'est fou à quel point on peut finalement y croire. Heureusement, mon Dieu, je n'en serais pas là. Merci pour ce film. Justement, je voulais parler des mises en abîme, et du coup, je vais vous demander, puisqu'il y a beaucoup de mises en abîme dans ce film, si Guillaume Gallienne est un bon directeur d'acteur. Nul. Nul. Alors, on le laisse sortir. Il peut sortir. Mais t'aimes pas quand je te regarde? Non. Comment ça, non, il est formidable, tout ça. Comment? Formidable. Il est formidable. Après, imbuvable, elle est sympa. Déjà, tout simplement parce que c'est un acteur, donc il connaît extrêmement bien comment ça fonctionne, et puis il nous laisse... il sait très bien exactement quoi dire à chaque acteur. Chaque acteur est différent, il a vraiment les mots justes à chaque fois, et puis tout en nous laissant quand même une grande liberté, c'est notre imaginaire à chacun. Et puis après, moi j'ai vraiment la chance d'avoir travaillé avec Guillaume avant, donc ça simplifie le rapport et puis la confiance que j'ai en lui. Et puis
instinct, quoi. Il y a un instinct très fort, je trouve, entre nous deux, on se comprend vite. Et puis même avec les autres acteurs, de toute façon, ils sont tous formidables. Et voilà, ça, moi, je pense que c'était un show directeur d'acteur. On ne s'arrête pas, cet ultime compliment. Merci beaucoup. Bonne nuit. Dormez bien. Merci à vous. Merci beaucoup.